Il y a 54 000 ans, un intéressant groupe d'individus vivait dans des grottes. Un père, une fille et quelques autres membres de leur famille proche. Le plus intéressant, c'est qu'il s'agit de la première famille néandertalienne jamais découverte. Une équipe de scientifiques a étudié l'ADN ancien de leurs dents et de leurs os pour en savoir plus sur les premières sociétés humaines. Ces recherches ont révélé une chose surprenante. Ils ont probablement vécu dans ces grottes, tous ensemble, en même temps. 11 Néandertaliens vivaient ensemble dans une caverne, la grotte Chagirskaya, et 2 autres dans une autre grotte située à proximité. Ils étaient donc 13, 8 adultes et 5 enfants. Outre leur ADN, les scientifiques ont également retrouvé leurs outils de pierre et des ossements d'animaux. Les Néandertaliens sont les anciens cousins de l'homme, qui sont certainement les plus proches de nous. Leur crâne était long et aplati si on le compare à celui de l'Homo sapiens qui est davantage sphérique. Ils présentaient également cette crête sourcilière proéminente au-dessus des yeux. On les reconnaît facilement à leur visage, dont la partie centrale ressort vers l'avant, ainsi qu'à leur large nez. Certains estiment qu'un tel nez était un moyen de s'adapter à la vie dans des environnements froids et secs. Lorsque l'intérieur du nez est plus grand, il humidifie et réchauffe mieux l'air que l'on respire. Contrairement à nous, ils n'avaient pas beaucoup de menton. De plus, des marques retrouvées sur leurs dents de devant nous indiquent que les Néandertaliens les utilisaient en complément de leurs mains lorsqu'ils préparaient leur nourriture et travaillaient les matériaux à leur disposition. Leur corps était robuste et musclé, avec des épaules et des hanches larges. Leur taille moyenne était de 1,50 m à 1,75 m pour un poids de 60 à 80 kg. Leur forme trapue, avec des os courts au niveau des bras et des jambes, minimisait la surface exposée de leur peau, ce qui les protégeait mieux du froid. Leur espérance de vie était d'environ 30 ans, même si certains d'entre eux vivaient davantage. Les Néandertaliens auraient habité les régions qui sont aujourd'hui l'Europe et l'Asie pendant plus de 350 000 ans. Ils n'ont disparu qu'il y a environ 40 000 ans. C'est à peu près à cette époque que l'on retrouve des traces de l'Homo sapiens en Europe. Leurs familles étaient des groupes très unis de 10 à 20 individus. C'est beaucoup moins que la population de n'importe quel peuplement humain, ancien ou moderne. C'est plutôt la taille des groupes au sein d'une espèce proche de l'extinction. Ces Néandertaliens vivaient dans leurs grottes, au sein de petites communautés, mais ils n'étaient pas isolés du reste de leurs congénères. Ils dépendaient les uns des autres pour survivre. Ils prenaient soin de leurs voisins, en particulier de ceux qui ne pouvaient pas s'en sortir d'eux-mêmes. De plus, leurs grottes n'étaient pas aussi primitives que nous pourrions l'imaginer. Par exemple, il y avait un trou près du foyer qui servait probablement à chauffer de l'eau. De plus, ils organisaient leur espace. Ils avaient des zones de repos, des parties de la grotte, où ils laissaient leurs déchets, et des parties dédiées, où ils fabriquaient des outils en pierre et préparaient leurs pitances. Ils évoluaient dans les vallées fluviales pour attraper des proies, telles que les bisons, les bouquetins, les chevaux sauvages et d'autres animaux. Ils étaient habiles à planifier leur stratégie. Certaines études ont montré qu'ils connaissaient le schéma de migration des rennes. Ils planifiaient donc leur chasse en fonction des prédictions des déplacements de leurs proies. L'un des plus gros animaux qu'ils traquaient était le mammouth laineux. Tu les connais, c'est un parent des éléphants modernes, couverts de fourrure et pouvant peser jusqu'à 5 tonnes, qui s'est éteint il y a bien longtemps. Des études ont montré que les mammouths laineux et les Néandertaliens partageaient certains traits génétiques. Ce n'est pas si surprenant quand on y pense. Les 2 espèces se sont développées à partir d'ancêtres africains avant de parvenir à s'adapter au climat froid et rude de l'Eurasie pendant l'ère glaciaire. Elles ont donc été confrontées à des conditions similaires et se sont éteintes à peu près en même temps. Les Néandertaliens ont également eu recours à la pierre pour fabriquer des outils, semblables à ceux qu'utilisaient d'autres des premiers hommes, tels que des grattoirs et des lames fabriquées à partir d'éclats de pierre. Ces outils que les scientifiques ont trouvés dans les 2 grottes qu'ils ont étudiées ont été créés à partir des mêmes matières premières. Cela signifie que les communautés se côtoyaient et interagissaient probablement d'une manière ou d'une autre. Jusqu'au XXe siècle, beaucoup pensaient que les Néandertaliens étaient très différents des humains modernes, compte tenu de leur génétique, de leur apparence physique et de leur comportement. Mais des découvertes plus récentes sur cette population fossile eurasienne bien préservée
ont montré que certains de ces membres étaient semblables aux gens d'aujourd'hui. Les Néandertaliens ont vécu avant et pendant la dernière période glaciaire, le Pléistocène, dans certains des endroits les plus rudes où l'homme ait jamais vécu. En plus de leurs outils et de la capture d'animaux, ils cueillaient des plantes dans les environs. Ils mangeaient aussi souvent des légumes cuits. Leur capacité à rester en vie pendant des dizaines de milliers d'années au cours de la dernière période glaciaire est un très bon exemple de la façon dont les humains peuvent s'adapter à presque toutes les situations. Les Néandertaliens ont également produit l'art rupestre le plus ancien que nous connaissions. Les chercheurs ont exploré 3 grottes espagnoles où ils vivaient, et toutes présentaient des peintures noires et rouges, faites de pointillés, d'animaux et de formes géométriques, ainsi que des empreintes de mains, faites au pochoir et des gravures. Ces peintures ont été réalisées il y a plus de 60 000 ans. Étant donné que l'Homo sapiens est arrivé en Europe 20 000 ans plus tard, on peut supposer que les Néandertaliens étaient la seule espèce humaine présente sur ce continent à l'époque, et que ce sont donc eux qui ont créé cet art rupestre. De plus, ces grottes étaient distantes de 700 km. Ce n'est donc pas comme si seuls quelques Néandertaliens en étaient capables. Ces peintures étaient manifestement une tradition de longue date. Ils étaient également de grands amateurs de mode. Ils fabriquaient d'abord leurs propres bijoux, dont certains avec des serres d'aigle. Les exemples les plus anciens que nous ayons pu retrouver remontent à près de 130 000 ans. Ils utilisaient aussi très probablement des pigments pour se camoufler ou orner leur corps. Par ailleurs, l'Homo sapiens n'était pas la seule espèce à maîtriser le feu. Des chercheurs ont examiné plus de 140 restes de feu à travers l'Europe et se sont rendus compte que les Néandertaliens l'utilisaient eux aussi depuis longtemps. Ces traces comprenaient du charbon de bois, des os calcinés et des objets en pierre chauffée. Les Néandertaliens utilisaient le feu pour la cuisson de leurs aliments et la fabrication d'outils. Ils collèrent des manches en bois à des morceaux de pierre avec de la poix, qui agissait comme une colle naturelle. La combustion de l'écorce de bouleau étant le seul moyen de fabriquer ce liquide gluant, les Néandertaliens devaient donc savoir maîtriser le feu. La plupart des gens s'imaginent que les Néandertaliens grognaient probablement, mais en réalité ce n'est pas le cas. Leur voix n'était pas non plus tout à fait la même que la nôtre. Leur grosse poitrine, leur posture et la forme de leur gorge leur donnaient probablement une voix plus forte et plus aiguë que celle de l'homme moyen. Ils n'avaient probablement pas un vocabulaire aussi sophistiqué que le nôtre. Mais ils pouvaient utiliser un langage complexe, car ils disposaient eux aussi d'un os hyoïde. Il s'agit de cette petite chose que nous avons dans notre cou et qui soutient la base de notre langue. C'est cette même chose qui nous permet de vocaliser comme nous le faisons. Les Néandertaliens nous ressemblaient plus que nous ne le pensons. Certains pensent qu'ils auraient même construit des navires permettant de traverser la Méditerranée. Et ce n'est pas comme si les Néandertaliens avaient vécu quelque part. C'était éteint, puis que les humains modernes étaient apparus. Il semblerait que ces groupes se soient rencontrés il y a environ 100 000 ans dans la péninsule arabique ou au Moyen-Orient. C'est à cette époque que les premiers groupes d'humains modernes ont quitté l'Afrique. Des scientifiques ont analysé l'ADN de l'une de ces femmes de Néandertal qui vivaient il y a plus de 50 000 ans. Et ils présentaient également des gènes d'humains modernes. Certains traits physiques, comme la couleur de la peau et des cheveux, l'humeur et les habitudes de sommeil, sont liés à la quantité de lumière solaire dont nous bénéficions. Les Néandertaliens ont vécu en Europe et en Asie longtemps avant l'arrivée de l'homme moderne. Ils étaient donc habitués à un ensoleillement moindre par rapport à ceux venus d'Afrique. Ces Néandertaliens avaient des traits de caractère différents en raison de leur plus faible exposition à la lumière du soleil, et ces traits ont été transmis à leur progéniture lorsqu'ils se sont mêlés aux humains modernes. En d'autres termes, certains traits de caractère que les humains modernes présentent aujourd'hui sont influencés par les gènes de Néandertal. Par exemple, les personnes qui sont noctambules ont parfois quelques gènes néandertaliens. Et par ailleurs, environ 1% des Néandertaliens avaient la peau claire, les cheveux roux et peut-être même des taches de rousseur. Les pratiques d'hygiène existent sur cette planète depuis que la vie y est présente. Même les premiers organismes unicellulaires se sentaient mal à l'aise lorsqu'ils se salissaient. Ils fabriquaient donc des boucliers et développaient des mécanismes pour expulser les hôtes indésirables, tels que les bactéries. Les animaux aussi sont étonnamment propres, surtout les cochons, parmi tous les animaux. Ils portent une attention particulière à la propreté de leur environnement.
Les cochons domestiques, par exemple, choisissent un endroit pour faire leurs besoins à bonne distance de l'endroit où ils mangent ou dorment. L'homme a lui aussi une longue histoire, parfois peu ragoûtante, avec l'hygiène, qui remonte jusqu'à nos anciens cousins, les Néandertaliens. Il est prouvé que, même il y a plus de 60 000 ans, ils semblaient soucieux d'avoir des dents bien blanches et en bon état. 2 dents fossilisées de Néandertaliens en témoignent grâce à d'étranges rainures, qui ont manifestement été faites par un objet pointu, une sorte de cure-dent. Il y a aussi la Vénus de Willendorf. Cette minuscule statue vieille, d'environ 25 000 ans, est découverte en Autriche. Sa fonction reste un mystère, les scientifiques ne savent pas s'il s'agissait d'une œuvre d'art ou si elle avait une signification spirituelle. Mais elle nous donne quelques indications sur les pratiques hygiéniques anciennes. Rien ne permet de le confirmer, mais les bosses et les sillons sur la tête de la statue pourraient représenter des tresses. Les scientifiques n'ont aucune idée de la fréquence à laquelle les gens se lavèrent les cheveux à l'époque, ni s'ils utilisaient des produits de nettoyage spécifiques. Mais le fait qu'ils consacraient du temps à leur coiffure témoigne d'un soin que d'autres espèces négligent généralement. En toute honnêteté, le grand initiateur des pratiques hygiéniques préhistoriques est certainement le vilain petit Pou. Plus proche de nous dans le temps, il y a les Égyptiens, qui remportent sans conteste la palme des pratiques de soins personnels. En effet, selon l'historien grec Hérodote, aux alentours du 5e siècle avant notre ère, les Égyptiens étaient les humains les plus propres et les plus sains du monde. Pourquoi? Parce qu'ils veillaient à se laver 2 fois par jour pour éviter les problèmes de santé. Les chefs spirituels, en particulier, prenaient la propreté très au sérieux. Ils se rasaient tous les 3 jours et prenaient 2 bains le jour et 2 bains la nuit. Vous savez ce qu'il faut aussi prendre au sérieux? Les likes sous cette vidéo et le petit bouton d'abonnement à cette chaîne, ça ne prend pas autant de temps qu'un bain égyptien. Les anciens Égyptiens n'utilisèrent pas que de l'eau. Ils utilisaient aussi des parfums pour rester frais. Et ils avaient du savon au natron parfumé dont les propriétés permettèrent de lutter contre les bactéries et les champignons. Ce natron, un sel minéral, était également utilisé pour les bains de bouche. Les gens mâchèrent du persil et d'autres herbes pour avoir une haleine fraîche. Les Égyptiens de l'époque ont même inventé l'un des premiers déodorants. Des textes anciens suggèrent de se passer une espèce de pain parfumé sous les bras après le bain. On mélangeait également un œuf d'autruche avec de l'écaille de tortue pulvérisée et on s'en servait comme onguent pour éloigner les mauvaises odeurs. Les femmes, surtout les plus aisées, se rasèrent le crâne avec des rasoirs en silex ou en métal et portèrent des perruques de cheveux humains pour protéger leur peau du soleil et éviter les poux. Celles qui gardaient leurs cheveux naturels utilisaient souvent des extensions qu'elles fixaient avec de la cire d'abeille et de la résine. Certaines femmes portèrent même des cônes de cire parfumés sur leur tête. Ça libérait une délicieuse odeur tout au long de la journée, et elles sentaient super bon. Remontons maintenant un peu vers le nord et examinons les pratiques de ces bons vieux Romains. Certes, les Babyloniens et les Assyriens furent les premiers à inventer les toilettes. En effet, ils conçurent jadis un espace spécialement consacré à cette besogne. Leurs déchets s'écoulaient dans des tuyaux avec l'eau du bain. Mais ce n'est qu'avec les Romains de l'Antiquité que ces toilettes se sont généralisées. Les ménages les moins aisés utilisaient un tonneau dans lequel ils déversèrent les matières contenues dans leur pot de chambre. Les toilettes publiques étaient également populaires, parfois même assez grandes pour accueillir plus de 50 personnes. Imaginez pouvoir discuter de commerce et de marketing avec d'autres professionnels tout en faisant ce que vous avez à faire. Vous n'auriez pas tort. En fait, c'est ce que faisaient les Romains. Et les affaires marchaient plutôt bien à l'époque. Les anciens Romains utilisaient-ils du papier toilette? Non. Mais il semblerait qu'ils utilisaient une éponge fixée sur un bâton, le tersorium, pour se nettoyer après avoir fait leurs besoins. On trouvait souvent ces ustensiles dans les toilettes publiques, mais la manière dont ils étaient utilisés reste un peu mystérieuse. Cela dit, notre papier toilette n'est généralement pas vendu avec un manuel d'utilisation. Cependant, la grosse éponge était sans doute un objet réutilisable. Certains disent qu'on la plongeait dans un peu d'eau mêlée à du vinaigre, qu'on se nettoyait et puis qu'on la rinçait, ou qu'on la replongeait dans un seau d'eau salée ou de vinaigre, pour que la personne suivante puisse s'en servir. Moi, je me serais levé tôt afin d'être le premier. Les aqueducs romains
sont probablement l'une des inventions antiques les plus importantes en matière d'hygiène. Ces merveilles d'ingénierie sophistiquée furent conçues pour transporter de l'eau douce depuis les sources montagneuses, éloignées jusqu'aux villes. Ainsi, les Romains disposaient toujours d'un approvisionnement en eau propre. L'époque médiévale a la réputation d'être l'une des plus malodorantes de l'histoire de l'humanité. Pourtant, si l'on examine les données, on s'aperçoit que ce n'était pas si terrible. On conseillait aux gens de se débarrasser de leurs poils en se rasant ou en s'épilant. Une autre technique consistait à préparer un mélange de graines d'aiguille et de vinaigre et à s'en enduire la peau. C'était comme un gommage pour le corps. Quant aux cheveux, les médecins conseillaient de les laver, mais pas trop souvent, une fois toutes les 3 semaines. La méthode? Un bon nettoyage avec de l'eau et un mélange d'herbes. Le peigne était utilisé quotidiennement et on se parfumait les cheveux avec de la poudre de fleurs, des pétales de rose par exemple. Pour la lessive, nos ancêtres médiévaux jetaient leurs vêtements et leur linge dans un bac, une rivière ou un ruisseau. Pour une plus grande propreté, certains ajoutaient de la cendre de bois à leur eau. Les femmes apportaient souvent leur linge à la rivière, où elles piétinèrent les vêtements ou les battaient avec une batte en bois. En fait, l'enthousiasme pour la lessive était tel qu'il entraîna de graves problèmes de santé publique. On raconte qu'au cours des années 1400, une ville anglaise interdit même de laver le linge dans les canalisations de la ville. La situation était intenable. En ce qui concerne la lessive, les habitants de l'époque victorienne en faisaient vraiment trop. Tout d'abord, ça prenait des jours et des jours. Les manuels de l'époque suggérèrent de laisser tremper les vêtements pendant la nuit. Le lendemain, il fallait savonner, faire bouillir, rincer, sécher, amidonner et repasser. Parfois, il fallait même répéter ces étapes. Pour que le blanc garde son aspect neuf, les femmes disposaient de plusieurs options pour éliminer les taches. Par exemple, on disait que le lait aigre faisait des merveilles pour enlever la rouille. Chaque lavage comportait également une étape de bleuissement. Les vêtements blancs étaient bouillis avec un peu de colorant bleu. Les vêtements jaunis paraissaient ainsi plus blancs. Il est intéressant de noter que l'on trouve encore aujourd'hui des produits de blanchiment pour le linge. Un autre manuel donnait des conseils pour blanchir les vêtements. Le coton pouvait être blanchi avec du babeur ou en ajoutant de l'essence de térébenthine au premier lavage. La mousseline nécessitait un mélange chimique après le premier bain de savon, suivi d'un séchage au soleil. À peu près à la même époque vivait l'une des plus belles femmes de l'histoire, Sissi d'Autriche. Elle est devenue célèbre pour son hygiène personnelle et les soins qu'elle s'imposait. Son attribut le plus reconnaissable était son épaisse chevelure châtain d'une longueur incroyable, jusqu'aux pieds. Il lui fallait 3 heures par jour pour se coiffer. Chaque matin, elle prenait un bain froid, se faisait masser, puis s'asseyait dans un fauteuil pendant des heures, laissant sa coiffeuse faire son travail. Ses soins de la peau étaient tout aussi scandaleux. Obsédée par la lutte contre les rides, elle s'enduisait les mains, le cou et le visage de fraises écrasées. Elle dormait également avec un masque dont l'intérieur était tapissé de morceaux de veau cru. Cette dame passait aussi pas mal de temps à prendre des bains chauds d'huile d'olive pour garder sa peau douce. Et, pour le quotidien, elle utilisait de l'eau distillée. Sissi avait également l'habitude de dormir sans oreiller, car elle pensait que cela serait bénéfique pour sa peau. Un peu exagéré, n'est-ce pas? As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire, et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie.
Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmitt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmitt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmitt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmitt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burins en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples, et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmitt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmitt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmitt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe.
Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercle et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore ? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant et d'utiliser de nouvelles preuves et différentes façons de penser. Einstein. Il pourrait y avoir un groupe de personnes vivantes dans cette région qui ne restaient pas au même endroit tout le temps. Ils se déplaçaient un peu mais avaient tout de même une culture propre, vivant dans la région de manière semi-sédentaire. Göbekli Tepe n'est pas seulement l'emplacement d'un temple unique, mais aussi d'une incroyable collection de plus de 20 structures anciennes. À mesure que les archéologues sondent les profondeurs de cette merveille, ils en comprennent la disposition unique, avec 2 points focaux proéminents au cœur de chaque fondation, complétés par des structures plus petites et des murs de partage. Ce qui était encore plus fou, c'est que l'on compte également plus de 200 obélisques dans les parages. Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile, surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs. Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme. Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974,
plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mont Prama. Mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans. Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grands que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massifs. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique, qui peuplait cette île il y a bien longtemps. En plus de ces statues, ils ont également érigé plus de 8000 structures de pierre. Peut-être que le peuple des Nurags n'était pas eux-mêmes des géants, mais ils aimaient clairement voir les choses en grand. Nous aussi, d'ailleurs, comme un grand nombre de j'aime sous nos vidéos, ce serait vraiment sympa. Merci d'apprécier notre contenu. Et maintenant, revenons à la vidéo. Vous et moi sommes assez intelligents, mais nous ne sommes peut-être pas les humains les plus futés à avoir jamais vécu. En fait, nous ne sommes peut-être même pas l'espèce la plus intelligente. Depuis 1913, des restes de crânes retrouvés en Afrique du Sud ont suggéré l'existence d'un concurrent potentiellement plus intelligent que nous, baptisé l'homme de Boskop. Cette espèce semblable à l'homme pourrait avoir existé aussi récemment qu'il y a près de 10 000 ans. Leurs crânes suggèrent qu'ils avaient de très grosses têtes, ce qui signifie que leur cerveau aurait pu être jusqu'à 30% plus gros que les nôtres. Waouh! Leur QI moyen aurait ainsi pu atteindre les 149 points, ce qui les placerait parmi les 0,5% des gens les plus intelligents aujourd'hui. Mais si le cerveau des hommes de Boskop était tellement plus développé, pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Eh bien, plus grand ne signifie pas toujours meilleur, vous savez. Nos cerveaux sont beaucoup plus conséquents que ceux de nos cousins primates, principalement dans le cortex préfrontal. Cette partie participe à des tâches complexes comme prendre des décisions, se souvenir des choses à court terme et être conscient de nous-mêmes. Les parties du cerveau qui régissent nos sens et nos mouvements, elles, n'ont pas vraiment beaucoup grandi. Peut-être les Boskops passaient-ils trop de temps à méditer sur le passé plutôt qu'à accomplir des choses pratiques comme la chasse. Mais tout cela n'est que supposition. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos cousins à grosse tête. Certains soutiennent même que les Boskops n'étaient guère différents de nous, les seules preuves étant ces fameux morceaux de crâne. La jungle est immense. Saviez-vous que la forêt amazonienne abritait environ 30% de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde? C'est impressionnant. Cependant, l'histoire d'une espèce humaine locale a longtemps intrigué les scientifiques. La mystérieuse civilisation Khazarabe a vécu ici pendant des centaines d'années, avant de disparaître aux alentours de 1400 après Jésus-Christ. On pensait que l'Amazonie ne comptait que quelques tribus disparates. Mais récemment, nous avons découvert de grandes formes inhabituelles gravées dans le sol et appelées géoglyphes. Ces derniers peuvent s'apparenter à de simples fossés peu profonds. Mais ce sont en réalité les vestiges d'une vaste civilisation qui s'étendent sur 1000-3000 km² et comprennent environ 450 symboles, certains larges de 400 mètres. C'est époustouflant. Ils étaient probablement flanqués de lieux cérémoniels et auraient pu accueillir jusqu'à 1 million d'individus il y a à peine 600 ans. Grâce à de nouvelles technologies, comme le LIDAR, qui utilise un laser inoffensif pour cartographier la forêt sans lui nuire, nous pouvons explorer plus en profondeur. En 2019, le scanner a montré des kilomètres de routes et de sentiers surélevés, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur. On a découvert 26 zones de peuplement distinctes, dont 2 mesuraient au moins 100 hectares chacune. Ça représente la superficie de 330 terrains de football. On ignore ce qui est arrivé à la civilisation Khazarabe, mais il n'est pas à exclure que les conquistadors en soient responsables. Peut-être que l'ancienne civilisation la plus déroutante est celle dont nous n'avons jamais réellement trouvé de traces. Oui, je parle bien de l'Atlantide, cette grande cité qui a supposément sombré dans l'océan. Les premières mentions de l'Atlantide nous viennent du philosophe grec Platon, qui évoquait une grande cité proche du détroit de Gibraltar. Mais pendant des siècles, tout le monde a simplement pensé que Platon l'avait imaginé de toutes pièces, comme une version idéalisée de son Athènes natale. Alors pourquoi, environ 12 000 ans après sa disparition présumée,
Nous demandons-nous encore si elle pourrait avoir existé? Eh bien, au XIXe siècle, Ignatius Donnelly, un membre du Congrès américain, a écrit un livre donnant 13 raisons pour lesquelles il pensait que l'Atlantide était plus qu'un simple mythe. Puis, en 1965, certaines personnes ont cru avoir réellement retrouvé l'Atlantide en découvrant la structure de Richa, un dôme géologique massif de 40 km de diamètre en Mauritanie. Il est si grand que l'on ne peut en observer l'ensemble que depuis l'espace. 2 astronautes survolant le désert du Sahara ont repéré cet œil gigantesque qui les regardait en retour et ont pensé qu'il s'agissait là d'une découverte majeure. Hélas, il n'y a aucune preuve tangible qui connecte cette structure à l'Atlantide. On pense qu'elle se serait formée à partir d'une activité volcanique il y a environ 100 millions d'années. Mais cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas plus proches de connaître la vérité. Imaginez-vous retourner à environ 3300 avant Jésus-Christ et vous retrouver en Asie du Sud. Laissez-moi vous présenter la civilisation harapéenne. Ces gens étaient très en avance sur leur temps. Ils occupèrent des cités comme Harappa et Mohenjo-Daro, dotées de maisons en briques, de systèmes d'égouts sophistiqués et même de bains publics. Cet endroit aurait pu abriter plus de 5 millions d'individus, ce qui en ferait l'une des régions les plus densément peuplées de son temps. Ils avaient également inventé un système de poids standardisé qui était incroyablement utile aux négociants. Et ils pratiquaient le commerce. Leurs contacts s'étendaient jusqu'au Moyen-Orient grâce à leur maîtrise de la métallurgie. Ils avaient même développé le pendant antique des grandes marques. Des sceaux étaient utilisés pour marquer l'argile de leurs marchandises. En dépit de leurs avancées et de leur prospérité, leur langue et leur alphabet restent entourés de mystères. Nous avons des fragments de leur écriture, mais personne n'est encore parvenu à les déchiffrer, même avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas exactement comment fonctionnait leur société. Il semble qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés par leur statut social que d'autres civilisations. Pas de grands palais ou de monuments grandioses. Au lieu de cela, leur plus grande structure aurait été des greniers, ce qui était sûrement plus pratique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Autour de 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante a commencé à décliner, peut-être en raison de changements dans les cours d'eau. Alors que leur environnement changeait de face, les Harapéens ont fait leurs valises et se sont dirigés vers des terres plus hospitalières. Avez-vous déjà entendu parler du Minotaure? La bête à tête de taureau et au corps d'homme, pourchassant les valeureux aventuriers dans un dédale sans fin. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle vieille histoire. C'était l'un des drames les plus populaires du monde antique, et il s'inspirait de cet endroit, l'île de Crète. Les Minoens vivaient là pendant l'âge du bronze. Ils avaient de magnifiques palais, d'incroyables fresques et une culture si riche qu'elle fascine encore les historiens à ce jour. Ils ont érigé des lieux comme le palais de Knossos, qui était si complexe, avec ses bâtiments à plusieurs étages et ses couloirs élaborés, qu'il aurait pu inspirer tout le mythe du labyrinthe. Leur ingénierie était tellement en avance sur son temps que même leur système d'évacuation était plus avancé que ce dont beaucoup d'entre nous disposent aujourd'hui. L'histoire du Minotaure a également inspiré la trilogie Hunger Games. L'idée d'envoyer des héros pour combattre découle directement des prisonniers envoyés en tribu pour affronter le Minotaure. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous fascine le plus, et merci d'avoir regardé. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain... Attendez, que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel, alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque,
car ces bâtisseurs l'ont abondamment employé pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balle. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Ocontún s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Ocontún comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisés pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes,
dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalise 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Bien le bonjour. Que diriez-vous de découvrir quelques artefacts cool et insolites du passé? Eh bien, allons-y. Avez-vous déjà entendu parler des miroirs magiques chinois? Ces miroirs étaient faits de bronze massif et ils avaient 2 faces. L'avant était une surface polie brillante, similaire à nos miroirs typiques. C'était l'arrière qui faisait la magie. Lorsqu'une lumière vive frappait le miroir, on avait l'impression qu'il était transparent, et le dessin au dos de celui-ci était projeté sur le mur. L'arrière pouvait avoir différents motifs en fonction de ce que son créateur voulait représenter. Étant donné que le miroir était fait de bronze, personne ne s'attendait à ce que cette illusion d'optique se produise. Ces anciens artefacts remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ils sont devenus populaires en Chine et ont été produits en grand nombre à l'époque. Finalement, leur renommée s'est estompée. Pendant des siècles, la magie de ces miroirs a déconcerté à la fois le public et les érudits. Au XIe siècle, le savant chinois Shen Kuo a décidé d'étudier ces miroirs. Par chance, il en avait 3. Il a été surpris par la capacité du métal à se comporter comme s'il était transparent. Il pensait que certaines techniques de trempe avaient créé des rides à la surface du miroir pour le rendre translucide. Pourtant, ces rides étaient imperceptibles à l'œil humain. Il s'avère qu'il avait raison. De nombreux chercheurs ont essayé de percer le secret des miroirs ouverts au fil des siècles, mais tous sont restés bredouilles. Finalement, en 1932, un certain William Bragg a découvert que Shen Kuo
avait vu juste depuis le début au sujet de ces rites de surface imperceptibles. De temps à autre, les gens ouvrent plusieurs onglets dans leur navigateur et arrivent à un point où il n'y a plus de place pour en ouvrir un nouveau. Apparemment, cela se produisait aussi bien avant l'invention des ordinateurs et d'Internet. Voici le navigateur du XVIe siècle. Il s'agit d'une rousse à livres grandeur nature. C'est une sorte d'étagère de bibliothèque rotative, faite sur mesure. Gregory Haworth, un médiéviste et spécialiste des sciences textuelles, affirme que cet outil avait un système d'engrenages épicycloïdaux. Cela signifie que la roue à livres avait un principe de fonctionnement semblable à celui d'un système planétaire, à savoir que un engrenage tournait autour d'un autre. Les rayons du mécanisme conservent une inclinaison constante de 45 degrés qui retient les livres en toute sécurité pendant que la grande roue tourne. Auparavant, les gens utilisaient cet outil pour rédiger des encyclopédies et pour recopier des œuvres classiques. Dans ce genre de travail, une personne doit avoir de nombreux livres ouverts en même temps afin de pouvoir consulter facilement des informations provenant de différentes sources. L'ingénieur italien Agostino Ramelli aurait été l'inventeur de cette machine de la Renaissance. Et si je vous disais que des pêcheurs d'éponges en Grèce ont accidentellement retrouvé un ordinateur antique? Ils ont extrait cet artefact d'une épave près de l'île d'Anticythère en 1901. Les scientifiques l'ont baptisé le mécanisme d'Anticythère et le considèrent comme le plus ancien ordinateur mécanique jamais découvert. La machine ressemble à un morceau de bronze, mais elle présente une sorte de mécanisme composé de roues et d'engrenages. Les experts ont donc d'abord supposé qu'il s'agissait d'un outil d'astronomie. Toutefois, grâce à la radiographie, ils ont découvert que l'instrument était bien plus complexe qu'ils ne l'avaient d'abord pensé. L'artefact était destiné à calculer les positions astronomiques, à suivre le cycle de 4 ans des Olympiades, et bien d'autres choses. Il contenait une boîte avec des cadrans sur l'extérieur ainsi qu'un assemblage de roues dentées. On ignore toujours qui a bien pu construire un instrument doté d'un tel niveau de complexité il y a stockés et pourquoi cette technologie a été perdue. Après avoir constaté à quel point l'appareil était sophistiqué, les chercheurs ont bien dû accepter que leur perception de l'ingénierie grecque antique était erronée. Le professeur Michael Edmonds de l'université de Cardiff admet que, sur la base des connaissances liées à leur disposition, ce mécanisme ne devrait même pas exister. Edmonds affirme que la machine est unique en son genre et que ses calculs astronomiques sont précis. Pour lui, le mécanisme d'Anticythère serait plus précieux que la Joconde. En 1929, des chercheurs travaillant au musée du palais de Topkapi, en Turquie, ont découvert une carte. Elle est devenue célèbre comme étant la plus ancienne carte à représenter les Amériques. Le capitaine Piri Reis a lui-même tracé cette carte détaillée sur une peau de gazelle en 1513. Il a illustré l'Europe, l'Afrique du Nord, la côte du Brésil et plusieurs îles, comme les Açores et les îles Canaries. Le plus excitant est qu'il a créé cette carte seulement 21 ans après que Colomb ait posé le pied sur le Nouveau Monde. Enfin, il était nouveau pour lui. Piri Reis était un cartographe et un amiral accompli à la tête de la flotte ottomane. Cependant, lorsqu'il a tracé cette carte, il ne s'est pas seulement appuyé sur sa propre expertise en matière de navigation. Il l'a créée en compilant et en faisant référence à 20 autres cartes régionales, comme la carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises et la carte des parties occidentales dessinée par Colomb. Oui, la partie qu'il a obtenue de Colomb a fait battre le cœur de nombreux historiens. Ce dernier l'avait tracée lors de son 3e voyage vers le Nouveau Monde et l'avait faite parvenir en Espagne en 1498. On suppose qu'elle a été perdue. Étonnamment, les historiens peuvent maintenant comprendre ce que Colomb avait relevé en regardant la carte de Piri Reis. Anecdote amusante. Il a également dessiné une autre carte du monde en 1528. Même si seul à peu près 1/6 de cette carte a subsisté, il est clair qu'elle décrit la partie nord-ouest de l'Atlantique, la région allant du Venezuela jusqu'à Terre-Neuve et la pointe sud du Groenland. La carte figurait également l'Antarctique des siècles avant sa découverte. Les historiens ont dû repenser la chronologie de l'histoire après avoir obtenu cette information sensationnelle, car Piri Reis avait décrit en détail la topographie de l'Antarctique sans ses glaces. Dans les années 1930, des ouvriers ont découvert des dizaines de sphères mégalithiques au Costa Rica. Localement, elles sont connues sous le nom de bola de piedra, littéralement les boules de pierre. Elles ont été fabriquées par une civilisation depuis longtemps oubliée. Ce qui est intéressant au sujet de ces sphères,
c'est leur forme. Elles sont parfaitement rondes. Comment d'anciennes peuplades ont pu produire des formes aussi précises demeure un mystère. Les sphères sont de tailles différentes. Imaginez-en une petite, comme une balle de tennis, puis placez-en une autre à côté, de 2 mètres de diamètre. Les sphères les plus grandes pesaient jusqu'à 16 tonnes. Les archéologues sont certains que ces boules sont d'origine humaine. Pourtant, leur fonction reste incertaine. Certains prétendent que ces sphères pourraient même représenter le système solaire ou pourraient en avoir été inspirées par les différentes phases du Soleil et de la Lune. D'autres avancent que la disposition des pierres ferait référence aux maisons des différents chefs de cette culture. La plupart de ces sphères de pierre ont été sculptées à partir de granodiorite, une roche dure, similaire au granit. Les experts pensent que les anciens utilisaient des pierres plus petites, du même matériau comme outil pour façonner les sphères. Ils pensent également que les sculpteurs en ont probablement chauffé certaines parties avant de les refroidir rapidement. Cela aurait pu les aider à extraire les couches extérieures de ces roches. Notre objet suivant est ce qui semble être une ancienne pile électrique découverte en Irak en 1936. L'ensemble se compose d'un pot en céramique, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer. En haut, la tige de fer est isolée du cuivre par de l'asphalte. Et à la fois la tige et le cylindre rentrent dans l'ouverture du pot. Le cylindre en cuivre n'est pas étanche. Donc, si le pot était rempli d'un liquide, celui-ci baignerait également la tige de fer. Les archéologues se sont davantage concentrés sur la tige de fer oxydée, car le récipient aurait juste eu besoin d'être rempli d'une substance acide ou alcaline pour produire une charge électrique. Après avoir examiné cet étrange artefact, un archéologue autrichien du nom de Wilhelm König a émis l'hypothèse que l'instrument utilisait des réactions chimiques pour générer de l'électricité. C'est pourquoi on a comparé l'instrument à une batterie. Une ancienne civilisation aurait pu s'en servir pour une sorte d'électrothérapie. Cependant, aucun objet électrolytique de cette période n'était encore connu. Ainsi, l'hypothèse de König a été rejetée par de nombreux archéologues, mais personne n'a non plus été en mesure de la réfuter totalement. L'origine et la fonction de ce récipient restent vagues à ce jour. Vous voulez voir le plus ancien atelier d'art du monde? En 2011, des archéologues ont retrouvé des coquilles vieilles de 100 000 ans dans une grotte sud-africaine. Ces coquillages étaient utilisés pour fabriquer de la teinture. Un revêtement de poudre rouge vif à l'intérieur d'une paire de ces coquilles en est la preuve. Les archéologues affirment qu'ils ont découvert un kit complet utilisé pour produire un mélange pigmenté. Dans une autre partie de la grotte, plusieurs peintures étaient exposées avec de petites étiquettes de prix dessus, destinées à la vente. Non, je plaisante, bien que celle-ci rendrait vraiment bien au-dessus de mon canapé. Nous ne qualifierions pas cette île de mystique sans les récits décrivant les géants qui l'habitent. L'île de Gozo, située à Malte, sert de toile de fond à une légende ancienne. Malte, nation insulaire nichée dans la mer Méditerranée, au sud de l'Europe, occupe une position stratégique exceptionnelle. Au fil de son histoire, elle a été gouvernée par de nombreuses civilisations, parmi lesquelles les Phéniciens, les Grecs, les Romains et les Carthaginois. Par une nuit glaciale, il y a plusieurs millénaires, un fermier aperçut le ciel virer à l'orange, puis au rouge, avant d'entendre un bruit sourd retentir. Bien que le sol tremblât légèrement, il ne s'agissait pas d'un séisme. En scrutant la forêt, il distingua une silhouette colossale, plus haute que les arbres. Approchant avec précaution, il réalisa qu'il s'agissait d'une femme, une géante, qui se présenta sous le nom de Sansuna. Contrairement aux terribles géants décrits dans de nombreux récits, Sansuna ne nourrissait aucune intention de détruire l'humanité. Bien au contraire, elle se montrait bienveillante et généreuse. Elle révéla aux fermiers que son peuple pouvait aider à défendre leurs terres contre les envahisseurs. Les habitants furent intrigués par cette proposition, d'autant plus que, située sur une route commerciale stratégique, Malte était fréquemment la cible d'invasions. La légende raconte que Sansuna s'installa à Malte et ne tarda pas à se mettre à l'œuvre. Mais son travail ne consistait pas en de simples tâches. Elle transportait des monolithes gigantesques sur son épaule pour édifier un temple monumental appelé Gantija, signifiant la tour des géants. Elle accomplissait cet exploit tout en portant, sur l'autre épaule, son enfant, mi-humain, mi-géant. Selon certains récits, Sansuna se nourrissait exclusivement de haricots et de miel, bien que d'autres substituent le miel par de l'eau. Ce qui prête à sourire, c'est que Malte, malgré sa modeste taille, 10e plus petit pays au monde,
aurait été la terre d'accueil de géants. Allez comprendre. Le temple évoquait un immense jeu de Tetris, certaines pierres atteignant le poids impressionnant de 20 éléphants. Ces blocs monolithiques sont si massifs que les spécialistes estiment qu'il aurait fallu la force conjointe de 50 hommes pour en soulever un seul. Aussi captivante que soit cette histoire, les humains n'ont jamais prouvé l'existence réelle des géants, rendant ce récit hautement improbable. Certains textes anciens mentionnent brièvement une espèce de géant appelé Nephilims. Ces derniers auraient été des colosses terrifiants, responsables de nombreux ravages sur Terre, avant de disparaître au moment du déluge. Cependant, aucune preuve tangible de leur existence n'a jamais été découverte, jusqu'à l'apparition d'un élément intrigant. L'archéologie maltaise a mis au jour plusieurs découvertes étonnantes au fil des années, dont l'une des plus marquantes est connue sous le nom de crâne de l'hypogée. Ce terme, d'origine grecque, signifie « souterrain ». Ce site extraordinaire fut découvert au cours de la première décennie du XXe siècle, lorsqu'un appel urgent parvint au directeur du Musée national de Malte. Des ossements remarquables avaient été déterrés par accident, nécessitant son expertise immédiate. L'hypogée se présentait comme une véritable ville souterraine, composée de labyrinthes et de salles réparties sur plusieurs niveaux. Ces structures avaient été taillées dans un calcaire similaire à celui utilisé pour les temples maltais situés en surface. L'hypogée regorgeait de précieuses reliques et d'artefacts inestimables. Les chercheurs ont rapidement établi que l'hypogée servait de lieu de dernier repos pour les habitants de l'époque. Parmi les découvertes figuraient de nombreux ossements, squelettes et surtout des crânes. Ces derniers n'étaient pas des crânes humains classiques, mais appartenaient à la catégorie dite allongée. Plus intriguant encore, ces crânes ont été dissimulés au public pendant de nombreuses années, alimentant des spéculations et donnant naissance à une multitude de théories. Cette découverte a constitué un tournant pour l'archéologie maltaise, même si les scientifiques se sont retrouvés démunis face à cette énigme. Certains se sont interrogés sur l'origine de ces crânes, se demandant s'ils étaient naturels ou avaient été altérés, en sachant que certaines cultures utilisaient des techniques de déformation crânienne. D'autres chercheurs ont évoqué des hypothèses plus audacieuses, allant des petits hommes gris aux géants légendaires. Certains suggèrent même que ces crânes allongés pourraient être des sculptures dédiées à des divinités venues d'ailleurs. Faute de preuves pour confirmer ces théories, une question demeure. Qui étaient réellement les bâtisseurs des temples mégalithiques de Malte? Examinons les faits établis par les scientifiques. Les temples mégalithiques de Malte se dressent depuis 3500 ans avant notre ère, ce qui les rend encore plus anciens que les pyramides d'Égypte. La véritable énigme réside dans le fait que ces édifices aient été érigés bien avant l'apparition de l'écriture. Pourtant, leur construction nécessitait des compétences technologiques avancées que l'on peine à expliquer. Le temple de Gantija semble défier toute logique humaine par son ampleur. Le temple sud possède un couloir bordé de 4 salles ovales, évoquant la forme d'un grand trèfle. Dans l'une de ces salles, les archéologues ont découvert des autels ornés de motifs en spirale. Ces structures, vraisemblablement utilisées à des fins rituelles, témoignent de l'importance des pratiques spirituelles chez les premiers Maltais. Le temple nord, bien que similaire dans sa conception, est plus modeste et dispose d'une entrée si basse qu'elle oblige les visiteurs à se courber pour y pénétrer. Ce détail pourrait symboliser un geste de déférence envers les divinités vénérées en ces lieux. Il est difficile de ne pas s'interroger sur les raisons mystérieuses qui ont poussé ces bâtisseurs à créer un temple d'une telle envergure. Peut-être ont-ils enrôlé l'un dragon de Daenerys pour déplacer ces monolithes? Bien sûr, il ne s'agit que d'une plaisanterie. Mais saviez-vous que les célèbres portes de Medina, à Malte, avaient servi de décor pour Port-Réal dans l'épisode 3 de la première saison de Game of Thrones? Quoi qu'il en soit, revenons aux géants. La théorie selon laquelle ces lieux avaient une vocation rituelle a gagné en crédibilité lorsque les archéologues ont mis au jour des figures énigmatiques surnommées les Dames Grasses. Ces petites statues, au corps rond et au visage reflétant une grande joie de vivre, semblent-tu témoigner d'un certain hédonisme. Ces statues rappellent étrangement une version miniature de Sunsuna, la géante évoquée précédemment. Les scientifiques estiment qu'elles figuraient probablement le bien-être et la prospérité. Leur existence atteste non seulement des compétences artisanales avancées des anciens Maltais, mais aussi de l'intentionnalité de leur construction et de leurs créations artistiques. L'une de ces œuvres, connue sous le nom de « La Dame endormie », est une pièce d'art néolithique représentant une femme de forte corpulence, allongée sur le côté, semblant dormir paisiblement. Après des analyses approfondies, les chercheurs ont supposé qu'elle incarnait la grande faucheuse. Découverte dans l'hypogée, un vaste lieu de sépulture, cette statue se distingue des autres Dames Grasses,
notamment par sa coiffure et sa jupe ornée de broderies. Une autre statue intrigue particulièrement. Elle représenterait une femme mesurant 2,50 m de hauteur, accompagnée d'un fragment du bord de sa jupe. Sa découverte, pour le moins inhabituelle, remonte à 1915, lorsqu'un agriculteur, gêné dans son travail par de larges blocs de pierre, invita le directeur du Musée national de Malte à venir les examiner. Pour certains, cette trouvaille constitue la preuve de l'existence de Sunsuna, tandis que d'autres restent sceptiques. Et ce n'est pas tout. L'endroit où cette statue gigantesque a été trouvée abritait l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de Malte, les temples de Tarsien. Construits à partir de blocs de calcaire, certains mesurent dans 6 mètres de haut et pèsent environ 20 tonnes. En poursuivant ces fouilles, le directeur du musée, un certain Zamit, découvrit plusieurs sites similaires, tous composés de pierres mégalithiques. Ces structures, attribuées à des agriculteurs de l'âge de pierre ayant vécu sur une île isolée de la Méditerranée il y a des milliers d'années, défient toute logique. Il suffit d'observer les temples de Mnajdra. Il pourrait y bien représenter le tout premier calendrier au monde. Lors des équinoxes, le soleil traverse directement l'entrée principale et éclaire l'axe central du temple. Quant au solstice, ils offrent 2 variations remarquables. Pendant le solstice d'été, les rayons illuminent le bord du mégalithe, situé à gauche de l'entrée, tandis qu'en hiver, ils se déplacent vers la droite. C'est là une démonstration fascinante de précision astronomique. Et que dire des structures de halles tarxiens, déjà mentionnées? Ce complexe est considéré comme le plus ancien de tout Malte. Il a été édifié pour permettre des offrandes animales aux divinités. Une théorie confirmée par la découverte de nombreux ossements enfouis dans le sol. Les fouilles ont également révélé une riche collection de motifs en spirale, suggérant que les habitants utilisaient également cet espace pour des rituels religieux. Au total, Malte abrite 7 temples mégalithiques, chacun surpassant les autres en magnificence. Les archéologues poursuivent leurs recherches, espérant percer leur mystère, comme cela se fait encore pour les pyramides d'Égypte, les cités mayas disparues d'Amérique, ou d'autres sites énigmatiques à travers le monde. La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la Chambre du Roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer. Car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir.
Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres.
En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là, ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. Voici une nouvelle. La plus ancienne pyramide du monde a été construite pendant la dernière période glaciaire. Et elle ne se trouve pas en Égypte. Il semblerait que nos ancêtres aient érigé une pyramide vieille de 27 000 ans à Java Ouest. Gunung Padang n'a pas l'air d'une vraie pyramide au premier abord. C'est plutôt une colline avec d'énormes pierres éparpillées partout. Mais les gens du coin semblent vénérer le site. Et ce depuis des siècles. Ce n'est que récemment que les autorités indonésiennes ont décidé de creuser un peu plus profondément pour en savoir plus. Ils ont fini par trouver les vestiges d'une société humaine. C'était plutôt inattendu, car la butte est assez haute. La seule certitude qu'on a tirée de ces fouilles est qu'il y avait des humains dans la région en 45 avant Jésus-Christ, ce qui semble raisonnable. Il revenait à un géologue indonésien nommé Danny Hillman de prouver que Gunung Padang fut la première pyramide du monde. Il a utilisé toutes sortes de nouvelles technologies pour essayer de le démontrer. Notre ami a utilisé la datation au carbone, creusant profondément sur le site pour extraire de gros morceaux de matière à analyser. Et il a découvert d'innombrables strates de pierre façonnées. Comme si en creusant sous Rome, on découvrait des tonnes de bâtiments enfouis. D'après ses recherches, il y avait des cavernes, et dans ces cavernes, des salles. Ce qui prouvait selon lui que des hommes étaient passés par là. En ce qui concerne les roches situées en haut du monticule, elles furent probablement placées là stratégiquement par ceux qui vivaient sur le site. Ils avaient besoin d'un endroit pour méditer, ils ont donc arrangé les choses de manière harmonieuse. Leur surface lisse ne serait pas le résultat d'une érosion séculaire, mais du travail de grands sculpteurs, les Michel-Ange de leur époque. Si tout cela est vrai, alors les civilisations humaines ont commencé bien plus tôt que nous le pensions. Nos ancêtres, les humains du Paléolithique, n'avaient pas ce qu'il fallait pour être considérés comme civilisés. Ils n'avaient ni les outils ni les connaissances pour construire des pyramides. Ils auraient eu besoin de certaines compétences en maçonnerie, et c'est peu dire qu'on en manquait sérieusement à cette époque. Nombreux sont ceux qui doutèrent de Hillman. Sa théorie était séduisante, mais il n'avait pas de preuves, ni charbon de bois, ni fragments d'os. Il n'avait rien. Flint Dibble, un autre archéologue, a déclaré que sans preuve concrète d'activité humaine, on ne peut pas parler de véritable pyramide. Toutes ces données prouvent seulement que le sol du monticule remonte à 27 000 ans. Il pense que les roches situées au sommet ont simplement glissé au bas de la colline, comme le font normalement les roches. Seule une société très avancée aurait réussi à construire une telle pyramide à degrés. Et selon Bill Farley, un archéologue américain, il n'y a tout simplement aucune raison de croire qu'il y avait des sociétés humaines en Indonésie lors de la dernière période glaciaire. Pour info, la plus ancienne société connue possédant ce type de connaissances remonte probablement à 11 000 ans. Elle occupait la région de l'actuelle Turquie. Regardez ça, voici le Göbekli Tepe. Ce n'est pas non plus une pyramide, mais c'est la plus ancienne construction monolithique réalisée par des humains. Retour à la période néolithique. Pas mal de gens s'étaient installés dans le coin. Nous avons des preuves de cela. Par exemple, les murs y sont couverts de dessins représentant des vêtements et des animaux sauvages. Jusqu'à récemment, c'est la pyramide de Djesser en Égypte, une construction à 3 côtés, qui détenait le titre de la plus ancienne pyramide du monde. Djesser est située à quelques kilomètres au sud du complexe de Gizeh, dans une ville appelée Saqqara. Elle a fait plusieurs apparitions dans la culture populaire. Au XVIIIe siècle, on la trouvait couramment dans les peintures européennes. Les jeunes hommes de l'élite culturelle faisaient un grand tour du monde et Saqqara était souvent en tête de liste. On la trouve également dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Et sa représentation numérique y est bien plus précise que dans de nombreux dessins historiques. Construire des pyramides était une grosse affaire en Égypte ancienne. Les rois devaient y passer leur après-vie.
Et si vous pensiez que la pyramide de Khéops était la plus ancienne au monde, eh bien Djeser a en réalité 70 ans de plus qu'elle. Le développement de nouvelles technologies a permis aux archéologues de faire des découvertes révolutionnaires. Et une nouvelle, ou plutôt ancienne, pyramide en Amérique du Sud pourrait remporter le titre tant disputé. Les pyramides étaient également très à la mode dans l'Amérique de l'ancien temps. Parmi elles se trouvent les emblématiques pyramides du complexe de temples de Tikal au Guatemala. Ce sont celles que l'on peut voir dans Star Wars numéro 4. Mais pour trouver la plus ancienne pyramide des Amériques, il faut voyager au Pérou. Au plus profond du désert péruvien, des archéologues sont tombés sur une vaste métropole ancienne connue sous le nom de Caral. Au début, ils ont pensé que le site était assez récent, car sa complexité aurait demandé un développement technologique que les anciens ne possédaient pas. Comme nous l'avons dit, Caral est situé dans le désert, comme Las Vegas, mais sans tout le bling-bling. L'accès à l'eau y est donc difficile. Et pour que des villes comme celle-ci prospèrent, il faut un système d'irrigation considérable, d'où la nécessité de technologies complexes. Les Péruviens nous ont vraiment surpris avec cette découverte. Leur site était immense, avec un amphithéâtre, des maisons et des bâtiments religieux. L'ensemble s'étendait probablement sur 150 hectares. Et lorsque les scientifiques ont testé leur hypothèse initiale en utilisant la datation au radiocarbone, ils ont découvert que la ville avait probablement vu le jour vers 2027 avant notre ère. Sur le site, les archéologues ont trouvé 6 pyramides qui pourraient éventuellement être antérieures à celle de Saqqara. D'après ce qu'on sait, 2 civilisations coexistaient à cette époque, dans des parties opposées du monde. Mais comme les chercheurs ne peuvent pas préciser l'âge exact des pyramides de Caral, il est assez difficile de savoir quelle civilisation a terminé sa pyramide en premier. Si seulement nous avions une boule de cristal. Il se trouve que la forme d'une pyramide est quelque chose que la nature peut produire toute seule. Ce qui a de quoi pas mal déconcerter les humains modernes. Un exemple classique est le site japonais de Yonaguni, également connu sous le nom de l'Atlantide du Japon. Le monument dans son ensemble fait environ la taille de 5 terrains de football et s'élève aussi haut qu'un bâtiment de 5 étages. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni remonte à 10 000 ans. Pour le plus grand géologue marin du Japon, le professeur Masaki Kimura, Yonaguni est le patrimoine d'une civilisation perdue. Kimura a plongé plus d'une centaine de fois au cours des 10 dernières années pour explorer ces ruines. Selon lui, on y trouve des signes clairs d'activité humaine. Regardez cette piscine en forme de triangle sur la surface du monument. Kimura pense que c'est une preuve réelle de la présence humaine, car cette concavité triangulaire est un symbole historique des fontaines d'eau de la région. Comme c'est souvent le cas, tous les scientifiques ne sont pas du même avis. Pour beaucoup, Yonaguni est probablement le résultat de milliers d'années d'érosion. Et le fait que le monument soit constitué d'un énorme rocher les conduit à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Certes, ces énormes colonnes de basalte nous font penser aux ruines d'un palais, mais elles sont très probablement le résultat de l'intense activité volcanique de la région. Et au sujet de formations naturelles qui ressemblent à des créations humaines, on a beaucoup parlé d'une certaine pyramide martienne récemment. Cela fait un moment que nous essayons de prouver qu'il y a de la vie sur la planète rouge. Mais certains vont vraiment trop loin. Ils disent que de petits êtres verts ou gris ont construit une pyramide sur Mars et que ce serait la preuve qu'une civilisation existe. Cette photo a été prise il y a plus d'une décennie par le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO. Mais elle a commencé à refaire surface récemment. On y voit ce qui ressemble à une pyramide à 3 côtés. Certains prétendent que les surfaces lisses de la pyramide ne peuvent y résulter que d'un travail extraterrestre. Mais ensuite la science intervient et nous explique que Mars abrite l'un des systèmes de canyons les plus profonds de tout le système solaire. La soi-disant pyramide est située dans ce que l'on appelle le secteur de Kandor-Chasma. Cette région martienne compte tout un tas de formations similaires qui ne sont rien de plus que le résultat de l'érosion. Il n'y a apparemment rien de surnaturel là-dedans. Si vous tombez sur un certain puits au Portugal, résistez à la tentation de plonger votre regard dans ces profondeurs insondables. Cette tour inversée, proche de l'énigmatique palais de la Regaleira à Sintra, donne la chair de poule à quiconque ose s'y aventurer, tandis qu'elle s'enfonce en spirale jusqu'à 27 mètres sous terre. Ce puits n'a probablement pas été conçu pour recueillir de l'eau. Pourtant, son but véritable demeure un secret bien gardé. Datant d'environ 1904, il s'inspire vraisemblablement du mystérieux rite d'initiation des Templiers. L'ordre de Temple avait été dissous près de 6 siècles avant la construction de ce puits.
Mais leurs étranges pratiques ont été ravivées par des sociétés mystiques ultérieures. Ainsi, une théorie avance que les candidats cherchant à être intronisés à l'époque devaient affronter leurs peurs les plus secrètes, en faisant face à ce puits et en dévalant ses marches en spirale les yeux bandés. Lorsqu'ils atteignaient le fond de la tour inversée, ils retiraient leurs bandeaux et se trouvaient confrontés à cette vue effrayante. La seule façon de sortir de ce labyrinthe obscur était de continuer à regarder en l'air et de suivre la lumière. Imaginez-vous parcourir les rayons d'un bouquiniste jusqu'à tomber sur un livre écrit dans un alphabet que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous décidez d'utiliser une application de traduction, mais vous n'obtenez aucune correspondance. Intrigué, vous décidez d'acheter le livre. Puis vous le montrez à vos amis et à vos proches, mais personne ne reconnaît cette écriture. Le marchand de livres rares, Wilfried Voynich, a probablement éprouvé la même frustration en 1912 lorsqu'il a acquis ce qui deviendrait plus tard le livre le plus énigmatique au monde. L'œuvre est aujourd'hui connue sous le nom de manuscrit de Voynich et elle est entièrement rédigée dans une langue inconnue que personne n'est encore parvenu à déchiffrer. Les pages de ce codex du XVe siècle sont remplies de croquis botaniques, mais ce ne sont pas des marguerites ou des roses lambda. À vrai dire, elles ne ressemblent à aucune espèce de plante connue. Ce qui rend les choses encore plus insolites, ce sont ces illustrations de constellations inconnues et de femmes nageant dans de l'eau verte. En nous enfonçant davantage dans le domaine des parchemins mystérieux, nous avons entrepris un voyage en Cisjordanie vers les grottes de Qumran, non loin de la mer Morte. En 1952, une équipe d'archéologues a découvert 2 rouleaux de cuivre fortement oxydés sur le site. Dérouler ces parchemins n'était pas une mince affaire. On a donc décidé de les découper en 23 parties pour les examiner. Imaginez la surprise des archéologues de voir apparaître des mots hébreux comme « or » et « argent ». Mais non, ce n'était pas une facture millénaire, mais plutôt une carte indiquant la cachette d'un trésor estimé à plus d'1 million de dollars. Hélas, ce trésor n'a jamais été retrouvé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé toutefois. Mais voyez-vous, l'entreprise n'est pas aussi aisée qu'il n'y paraît. Certains termes du rouleau de cuivre sont extrêmement techniques, et les emplacements géographiques mentionnés demeurent mystérieux. Il existe une dernière possibilité. Peut-être que tout cela n'est qu'une œuvre de fiction, comme une histoire de pirate de l'ancien temps. Les gens parlent souvent du regard presque obsédant de la Joconde, qui semble vous suivre où que vous alliez. Mais voici une petite question. A-t-elle seulement des sourcils? Vous avez bien vu si vous avez répondu non. Et cette absence totale de sourcils ne fait qu'ajouter au mystère de son regard. L'explication la plus courante est que les critères de beauté de l'époque étaient différents, et peut-être que l'épilation des poils au-dessus des yeux était une pratique courante au début du XVIe siècle. Mais si vous regardez d'autres peintures italiennes de cette période, comme la Schiavona ou le portrait d'une jeune inconnue, eh bien voilà, des sourcils. Ainsi, tout le monde n'était pas entièrement satisfait de cette théorie, comme l'ingénieur français Pascal Cotte. Il a passé 3000 heures à scanner la peinture pour voir à travers chacune des couches du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il prétend que Mona Lisa avait autrefois des sourcils, mais qu'ils ont disparu au fil des nettoyages et des restaurations. Néanmoins, certains historiens remettent encore ces conclusions en question, ce qui signifie que le style de Mona Lisa demeure un mystère à ce jour. Vous décidez de vous rendre à Rio de Janeiro, et tout le monde vous dit à quel point le mont du pain de sucre est incontournable. Lorsque vous apercevez la montagne de loin, vous réalisez que la pierre présente une cavité. Mais vers midi, elle change d'aspect. L'ombre de la cavité prend alors la forme d'un oiseau, celle d'un ibis pour être précis. Cette apparence n'est pas sans rappeler celle du dieu égyptien Thoth. Comme si les anciens pharaons avaient visité Rio à l'époque et s'étaient trouvés inspirés par ce phénomène naturel. Mais ne c'est probablement qu'une simple coïncidence parmi tant d'autres. Le véritable mystère, cependant, réside dans les eaux qui entourent le pain de sucre. Dans les années 80, l'archéologue Robert Marx a appris des Brésiliens l'existence d'un trésor caché dans la baie de Guanabara. Il a plongé et découvert un certain nombre d'amphores romaines. Vous savez, ces jarres anciennes qu'on trouve partout en Italie. Sa découverte pourrait potentiellement apporter la preuve d'un naufrage romain qui aurait atteint le Brésil près de 17 siècles avant que les Portugais n'y mettent les pieds. Il n'a toutefois pas pu poursuivre ses recherches, et à ce jour,
l'idée d'une présence romaine sur la côte brésilienne demeure incertaine. Le véritable emplacement de la tombe de Cléopâtre n'est pas le seul mystère de l'Égypte ancienne. De nombreux secrets sont gravés dans les murs de ces anciennes structures, comme dans le temple funéraire de Séti Ier. Regardez attentivement ce hiéroglyphe et vous remarquerez qu'il ressemble à un hélicoptère moderne. Un coup d'œil à droite et vous verrez une gravure qui s'apparente à un sous-marin. Déroutant, n'est-ce pas? L'explication la plus plausible réside dans les marques successives laissées par les différents pharaons. Lorsqu'un nouveau monarque arrivait au pouvoir, il ajoutait ses propres hiéroglyphes par-dessus ceux d'origine. Mais c'est encore un sujet de débat, car certains égyptologues croient que ces hiéroglyphes mystérieux pourraient représenter une sorte de technologie antique. La même chose s'applique à l'ampoule de Dendera. Cette gravure découverte dans un passage souterrain du temple d'Hathor est sujette à controverse. Certains chercheurs suggèrent qu'elle représenterait simplement le soleil levant, tandis que d'autres l'interprètent comme la preuve de l'existence d'une sorte de système d'éclairage moderne. Et cela ressemble en effet à un tube de Crookes, l'une des premières expériences en matière de décharges électriques. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète que les anciens Égyptiens aient ou disposé d'électricité moderne, certains pensent que cette théorie pourrait aider à expliquer pourquoi de nombreuses tombes découvertes jusqu'alors ne présentaient aucun résidu dû à l'utilisation de lampes à huile ou de bougies. On a beaucoup parlé des mystérieuses pyramides d'Égypte, mais les gens ont tendance à oublier que d'autres structures énigmatiques existaient déjà bien avant elles. Notre prochain arrêt nous emmène en Turquie, le sommet d'une colline connue sous le nom de Göbekli Tepe, près de la ville d'Urfa, recèle un secret ancien. Il présente une vingtaine d'enceintes de pierres circulaires, vieilles de plus de 11 000 ans. Nombre de ces dernières sont adjointes de lourdes colonnes de pierre sculptées en forme de T et ornées d'étranges figures humaines aux mains jointes. La théorie la plus répandue est qu'il s'agirait du temple le plus ancien au monde, probablement utilisé pour des rituels ou des festivités. Mais son plus grand mystère réside dans la manière dont il a été construit. Car ce site existait avant la domestication des animaux ou l'invention d'outils en métal. Ainsi, sa construction a dû être particulièrement difficile et remet en question notre compréhension de l'histoire. J'espère que vous n'avez pas le vertige, car nous sommes sur le point de survoler les lignes de Nazca. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces motifs immenses et mystérieux gravés dans une région aride du Pérou. Ils se déclinent en de nombreuses formes différentes, comme une araignée, un singe et même une sorte d'alien aux yeux globuleux, qui n'est probablement qu'un simple pêcheur. Quoi qu'il en soit, cette histoire a connu quelques rebondissements en 2022, lorsque pas moins de 168 nouveaux dessins ont été découverts. Les premiers ne pouvaient être vus que depuis les airs. Mais ces nouveaux motifs sont beaucoup plus petits et peuvent être observés au sol. Cependant, une chose qu'ils ont en commun est que leur fonction demeure totalement obscure. Certains les considèrent comme le calendrier le plus grand du monde. D'autres suggèrent qu'ils aient pu servir d'outils à des fins agricoles. Bien sûr, de nombreuses autres théories ont émergé dans le but de donner du sens aux lignes de Nazca. Mais la vérité est qu'elles restent l'un des plus grands mystères irrésolus de l'histoire.